Bien, alors bonsoir à vous. Je vous remercie d'être venus ce soir pour écouter cet exposé. Je remercie aussi les gens du Phénix d'avoir eu la gentillesse de m'inviter. Et puis je remercie aussi Emmanuel Delapierre qui organise cette exposition sur Tenir debout, dans laquelle s'inscrit précisément cette conférence avec d'autres conférences qui suivront par la suite. Alors, l'exposé que je vais vous présenter va porter sur le rapport du travail au suicide et peut-être aussi le rapport des deux à la question politique. Je ne présenterai pas de définition et je ne pratiquerai pas cet exercice de la glisse terminologique, glisse si féconde en philosophie et dont je n'ai pas l'habileté. Je prendrai simplement au mot notre époque. Elle parle, sans sourciller, de guerre économique. Eh bien, je partirai de là. Et je tenterai d'en révéler ce qui me semble être l'une de ses singularités majeures. Comment y arriver, sinon en produisant un concept? À distance donc des discours qui tiennent notre époque pour un simple prolongement de la séquence totalitaire de l'histoire européenne, ou qui, en sens inverse, n'y voit rien d'autre qu'un havre de liberté chahuté à ses marges, bien malgré lui, je voudrais montrer, à travers la question du travail, ce qui la spécifie, cette époque. Il me semble qu'elle se caractérise essentiellement par une présence particulièrement sournoise de la mort, une mort qui se présente sous la figure de la vie. Ce concept de mort sous la figure de la vie ne doit évidemment pas être confondu avec la contradiction que les gens de ma génération connaissent bien, celle qui oppose le réel et le formel. Égalité réelle versus égalité formelle, disait-on par exemple. Nous ne serions pas inspirés en vérité de réduire l'inconnu de notre époque au connu. Alors, pourquoi ce concept-là de mort sous la figure de la vie? Parce que je crois qu'il nous révèle l'une des manières les plus subtiles d'assujettir, peut-être même d'abaisser les hommes. Notre époque, en effet, n'est pas celle où l'on tient debout, ni celle où l'on s'affaisse, mais celle où l'on tombe à l'intérieur de soi, alors même que l'on se présente aux autres sous le visage de ceux qui demeurent debout. Nous n'avons rien vu venir, dit-on souvent à propos du geste de se donner la mort. La production du concept, ici, ne se réduit ni à une dénonciation de la cruauté de notre temps, ni à un gémissement qui donnerait de la voix à la souffrance des êtres confinés dans leur solitude. La production du concept construit une question autour du suicide au travail, non pas du point de vue de la victime, le pauvre malheureux, pouvons-nous entendre parfois à propos du suicidé dans la bouche de certains chercheurs. Elle construit une question autour du suicide au travail, non pas du point de vue de la victime, mais du point de vue de l'acte. Le suicidé est quelqu'un qui tue quelqu'un. Sans doute le Moyen-Âge peut-il nous instruire à ce propos, lui qui, sans trembler, instruisait le procès du suicidé. De ce point de vue, le suicide n'apparaît pas comme une abdication devant la situation. Il est encore une manière de contester l'état de choses, une manière jusqu'à la déchirure de soi de vouloir tenir debout.
Alors, à propos donc de la guerre économique. Depuis une trentaine d'années, le monde du travail a changé. Les mots qui s'y sont imposés relèvent du lexique de la guerre et semblent esquisser, dans le même temps, un horizon d'émancipation. Ainsi, les travailleurs sont contraints de se mobiliser, tout en étant déclarés autonomes. Cet assemblage de l'autonomie et de la mobilisation est édifiant. Et le paradoxe qu'il semble révéler n'est qu'apparent, car la libération ne vise pas les travailleurs, mais la force qu'ils représentent. Une force jetée dans un combat économique sans merci, marqué par une concurrence exacerbée. C'est donc conformément à la représentation guerrière de la situation que l'on classe les troubles attestés, tels les dépressions ou les suicides, et d'une manière générale la mélancolie, qu'on classe ces troubles dans la catégorie des symptômes révélateurs de l'inaptitude au travail de ceux qui en sont affectés. Il est dit du travailleur qu'il est inapte, comme par le passé on le déclarait du soldat. Le regard ainsi orienté ne voit pas que ces phénomènes sont liés à une organisation du travail dont la tendance principale consiste à consumer la force qu'on libère, à la détruire progressivement et entièrement. Il ne voit pas, ce regard, que les effets de l'organisation du travail se propagent tel un feu durablement ravivé par un bellicisme manifesté par des entreprises continuellement aux aguets. C'est qu'en vérité, l'esprit belliqueux ne se manifeste pas seulement contre les entreprises concurrentes. Jusqu'à présent, les chercheurs ont le plus souvent relevé les tentatives de changer les mentalités des travailleurs afin qu'ils deviennent dociles, plus dociles, qu'ils consentent plus volontiers à ce qui leur est demandé. Les employeurs se seraient efforcés, grâce à des techniques appropriées, comme la mise en concurrence de tous contre tous, ou avec tous, division, restructuration, etc., de porter les travailleurs français, considérés comme trop enclins à la lutte et à la revendication, de les porter à l'acceptation de leurs nouvelles conditions imposées par un marché mondialisé et agressif. En vérité, le changement introduit ne touche les mentalités que dans la mesure où il bouleverse les éléments qui relèvent de la structure, c'est-à-dire de la relation qu'entretiennent entre eux le travailleur et l'employeur, quels que soient par ailleurs les traits, la figure ou l'aspect sous lesquels se présente aujourd'hui l'employeur. Depuis le début des années 1970, depuis en gros les assises du Conseil national du patronat français, les employeurs ne se résignent plus, quand je parle des employeurs, bien entendu, je parle des grosses entreprises. Les employeurs ne se résignent plus à la mise en œuvre d'une simple tactique, dans le fil d'une tradition manifestement sur la défensive, qui s'opposait à l'augmentation des salaires ou à l'abaissement du temps de travail, par exemple. Il s'est ouvert une époque où leur action, l'action des employeurs dont je parle, il s'est ouvert une époque où leur action s'affirme d'envergure et relève du domaine de la stratégie. L'objectif, toujours à l'ordre du jour, est bel et bien le renversement définitif du rapport de force. Aujourd'hui encore, une offensive de grande ampleur perdure, qui livre les travailleurs à la nouvelle organisation du travail, apparemment ouverte aux aspirations à la liberté, mais qui se révèle progressivement sous la figure d'un système d'enfermement inouï, énigmatique, difficilement déchiffrable. Il est apparu en effet que les travailleurs ne devaient pas simplement être dépouillés de leur volonté de combat, comme on le pense trop souvent. Ce n'est pas ça l'objectif, ce n'est pas de les dépouiller de leur volonté de combat. Ils sont placés dans la nécessité de retourner contre eux-mêmes les forces psychiques portant à l'action et engagées auparavant contre les employeurs.
Donc, il ne s'agit pas de les rendre moins combatifs, il s'agit de trouver le moyen de leur laisser la force du combat, mais à condition que cette force soit retournée contre eux-mêmes. La mobilisation imposée par la guerre économique n'a que faire de travailleurs simplement soumis. Il s'agit plutôt de créer résolument les conditions subjectives de leur engagement sans réserve dans le travail. Ainsi, sont-ils conduits à formuler à eux-mêmes une demande qui va bien au-delà de celle que l'employeur leur adressait dans l'ancien système. Si l'on considère le suicide sous l'angle de l'autodestruction, alors on ne saurait en prendre la mesure sans tenir compte du fait que le travailleur est devenu l'agent d'une action dommageable et dans le même temps celui qui l'a subi. Nous sommes aujourd'hui devant une politique qui se dit assurée, se dit le plus souvent sans complexe, qui fait preuve de détermination et déclare sans retenue ses buts stratégiques. L'ancien système, qui se perpétue avec peine à travers notamment la combinaison du contrat et du droit du travail, doit définitivement s'écarter devant l'avancée inéluctable d'une organisation du travail entièrement vouée aux fins d'une guerre à outrance. De fait, la guerre économique ne semble pouvoir être conduite que sur fond d'une guerre psychologique. Une guerre psychologique tendant à réorienter la force nerveuse des travailleurs vers l'aspiration à plus d'initiative, malgré la persistance de règles juridiques encore en vigueur, jugées anachroniquement protectrices et inhibitrices. Cette guerre psychologique est donc menée contre un ennemi de l'intérieur, en quelque sorte, constitué par des travailleurs que l'on doit rallier, que l'on doit retourner, ou bien que l'on peut éliminer du jeu économique. C'est véritablement la construction d'une orthodoxie et d'une hétérodoxie. Il y a ceux qui sont dedans et ceux que l'on veut en dehors du système de travail. Et c'est comme ça qu'en France, on a le nombre le moins important sans doute en Europe de gens qui travaillent pour une rentabilité plus grande que partout ailleurs en Europe. La guerre psychologique est sans doute l'élément privilégié d'une guerre à proprement parler subversive, puisque son objectif consiste à installer le conflit à l'intérieur même de chaque travailleur, à déstabiliser son ordre intime et à rendre par là le corps totalement disponible en le séparant de la personne. Je reviendrai sur cette question qui est, dans mon exposé, une question centrale, la séparation de la personne et de son corps. Il apparaît ainsi que l'offensive ne porte pas en premier lieu sur le droit du travail. Là aussi, c'est une idée qui est souvent avancée. Mais en réalité, l'offensive ne porte pas, d'abord et avant tout, sur le droit du travail. Elle porte sur ceux-là même qui en soutiennent l'édifice. Le principe de dignité, pour utiliser une référence que l'on trouve souvent chez Alain Supiot. On touche là, en touchant au principe de dignité, à ce qui est le fondement de l'édifice institutionnel, de l'édifice juridique. Principe de dignité que moi, ici, devant vous, j'appellerais principe de souveraineté. On est digne lorsqu'on est souverain. Et comme je vais essayer de le montrer, on est souverain lorsque notre corps n'est pas séparé de nous-mêmes, lorsque le corps n'est pas séparé de la personne, lorsqu'il y a une continuité de la personne et du corps, lorsqu'il n'y a pas de disponibilité du corps. On peut parler de souveraineté lorsque la continuité de la personne et de son corps est préservée, lorsqu'elle n'est pas rompue,
lorsqu'on ne peut pas faire de notre corps ce que l'on veut, lorsque notre corps n'appartient pas aux autres. Autrement dit, la souveraineté de la personne existe lorsque l'indisponibilité du corps est garantie par l'institution et rendue possible par l'organisation du travail. Et il faut tenir ces deux bouts. L'institution, en tant qu'institution, et je pense en l'occurrence à l'État, doit garantir le principe de souveraineté, le principe de dignité, mais ce n'est pas parce que l'État le garantit juridiquement que pour autant ce principe s'actualise. Il faut qu'on ait la possibilité à l'intérieur de l'organisation du travail de conquérir la consistance de ce principe. C'est en effet sur la base de ce principe que par le passé, le droit du travail a su corriger l'asymétrie entre l'employeur et le travailleur induite par la relation de subordination prévue par le contrat. Encadré par ce dispositif juridique promu par l'État, l'employeur ne peut faire du corps qu'un usage limité dans le temps et dans l'espace, mais aussi dédié exclusivement à la production. En dépit de la fiction soutenant le contrat et autorisant la séparation du travailleur et de son corps, l'employeur agit à l'intérieur d'un périmètre délimité par le respect du principe de souveraineté. Autrement dit, dans ce contexte, la fiction de la séparation du travailleur et de son corps garde aux yeux des différents protagonistes sa caractéristique de fait sans réalité. Cette séparation de la personne et de son corps est une fiction dans le sens où elle n'est pas inscrite dans la réalité, mais qu'elle n'est rien d'autre, pour parler comme Rudolf von Ihring, un juriste, qu'elle n'est rien d'autre, cette fiction, qu'un mensonge technique consacré par la nécessité. On fait comme si la personne et son corps étaient séparés. C'est ainsi que l'on peut mettre le corps à la disposition de la division du travail, mais tout le monde sait que cette séparation n'est pas réelle et que la personne est toujours là. Vous connaissez ce mot du taylorisme, n'est-ce pas? Lorsque le travailleur est dans l'usine, il ne pense pas. Ce qui veut dire que la personne reste en dehors du travail, ce qui ne peut être qu'une fiction. La fiction n'existe qu'en tant que détour, qu'en tant qu'artifice indispensable au fondement de la relation contractuelle permettant à l'employeur de faire usage d'un corps qui ne lui appartient pas, de faire usage d'un corps qu'il sait ne pas lui appartenir. C'est à cela que sert la fiction. La fiction lui rappelle. La fiction, si elle permet qu'il use du corps, elle lui rappelle dans le même temps que ce corps n'est pas le sien. Bref, la fiction joue pleinement son rôle lorsqu'elle ne dégénère pas en force imaginaire, faisant irruption dans la réalité, jusqu'à déchirer effectivement le nœud qui attache la personne à son corps et par lequel la souveraineté du travailleur s'actualise. Or, la politique menée dans la perspective de mettre en marche des armées de travailleurs totalement mobilisés, dressant leurs batteries en vue de mener leurs entreprises à la victoire, cette politique se focalise prioritairement sur la rupture de l'équilibre qui caractérise cet agencement fragile dont je viens de parler, dont la pérennité dépend principalement du soutien que lui apporte l'État et de la conquête que peut actualiser le travailleur dans le travail lui-même. La conduite de cette politique est rendue possible grâce à une habileté remarquable, puisqu'il ne s'agit pas d'ôter aux travailleurs leurs forces, au contraire, les formations continues, etc., les ressources que l'on va chercher partout, etc., servent à augmenter la force du travailleur. Il ne s'agit pas d'ôter aux travailleurs leurs forces, mais au contraire de la leur rendre entièrement disponible, dans le même temps qu'on les prive de leur souveraineté en détachant le corps de la personne. L'art de la politique s'appuie ici sur une technique étonnante
qui consiste à retirer à l'adversaire sa puissance à travers l'opération qui lui restitue sa force. Si le suicide est une menace qui plane au-dessus de ceux qui sont inscrits dans l'ordre du travail, c'est que celui-ci parvient à organiser l'épuisement de la vie sous le mode apparent et théâtralisé de ce qui la vivifie. Dans ces conditions, la révolte est dès lors irrémédiablement retournée contre soi. Qu'est-ce que cette situation révèle, sinon que le travailleur ne trouve plus le chemin traditionnel, balisé par le droit, de son inscription dans des conflits clairement identifiés en tant que tels, dans des conflits dont les protagonistes sont clairement identifiés. C'est que nous sommes dans une situation où, précisément, on nous dit du travailleur qu'il n'est plus que l'employeur de lui-même, et de l'employeur qu'il est une sorte de travailleur, de sorte qu'on égalise tout le monde, mais du point de vue de l'employeur. C'est-à-dire que le travailleur devient lui-même un employeur, mais l'employeur de son corps. L'épuisement de la vie s'effectue aujourd'hui selon un mode inattendu qui empêche l'antagonisme de se manifester autrement qu'à l'intérieur de soi. La libération de la force des travailleurs dans le siège et dans le corps, et sa canalisation en direction du travail, ne peut dès lors se faire sans que l'on défasse la trame institutionnelle et organisationnelle qui caractérise le modèle industriel taylorien. L'objectif consiste pour l'essentiel à toucher au nœud qui fait tenir ensemble les fils de la trame et qui se confond avec la ligature reliant la personne à son corps. S'il y a la possibilité d'agencer un édifice institutionnel et juridique avec une organisation du travail, c'est que précisément parce que la relation de la personne à son corps n'est pas déchirée. Lorsqu'on la déchire, lorsque cette ligature est déchirée, alors c'est l'ensemble qui s'écroule. Une telle politique s'appuie sur un maître mot, je l'ai dit tout à l'heure, autonomie. Ce mot renvoie au fait que les choses sont disposées de telle façon que le travailleur organise son travail en s'appuyant sur sa propre règle. Le ralliement des travailleurs ne se fait donc pas sur la base de méthodes, de suggestions, de méthodes psychologiques. Il s'appuie sur une ruse, un stratagème, un procédé propre à la guerre et dont on use afin de tromper l'ennemi sur ses intentions. Qu'est-ce qui se joue en définitive à travers l'éruption de ce mot autonomie et son incrustation dans la représentation du travail? Il s'agit pour l'essentiel, après que l'on a acquis l'usage d'un corps en vue d'une activité de production, de le restituer, ce corps ou cet usage du corps, de le restituer aux travailleurs que l'on place ainsi en situation d'en assumer le gouvernement. On restitue aux travailleurs son corps et l'usage de son corps, et c'est ça, l'autonomie. Or, cette technique de restitution de l'usage des corps, qui semble promouvoir la pleine reconnaissance du principe de souveraineté. Allez-y, vous êtes libre, vous êtes émancipé, et donc faites votre travail à votre guise. Cette technique de restitution de l'usage du corps, qui semble donc promouvoir la pleine reconnaissance du principe de souveraineté et s'opposer à la pente de l'aliénation humaine, eh bien, cette technique, en réalité, dérègle de fond en comble le dispositif de préservation de la continuité de la personne et du corps au fondement de l'ancienne organisation du travail. Afin de prendre la mesure de ce dérèglement, nous devons considérer tout particulièrement le rôle surprenant que joue la fiction de la séparation de la personne et du corps dans le système industriel taylorien, dont je veux dire 2 ou 3 mots. Le plus souvent, la fiction en question, la fiction de cette séparation, est considérée comme l'élément par lequel la discorde arrive. Elle autorise l'exploitation
et irait ainsi à l'encontre du principe d'indisponibilité des corps. C'est ce qu'on nous dit le plus généralement. Pourtant, des aspects plus intéressants sans doute pour notre propos se donnent à voir aussi lorsque s'ouvre à une autre perspective ou lorsqu'on s'ouvre à une autre perspective plus soucieuse des tensions favorables à la vie que la fiction introduit. La fiction, avons-nous vu, est la technique juridique par laquelle s'effectue une séparation simulée de la personne et de son corps. C'est elle qui autorise l'usage par l'employeur d'un corps qui ne lui appartient pas. Cependant, dans cette disposition des choses, l'employeur n'a jamais un accès direct au corps. Comme dans la réalité, le corps demeure attaché à la personne, malgré la fiction, son usage par l'employeur nécessite sa mise à disposition consentie par le travailleur. C'est cette contradiction entre le statut fictif du corps et sa condition réelle. Statut fictif, le corps est séparé de la personne. Condition réelle, le corps n'est pas séparé de la personne. C'est parce qu'il y a cette contradiction, ou c'est cette contradiction qui justifie le recours à un dispositif de surveillance particulier et la présence d'un personnel de maîtrise dont la fonction consiste précisément à assurer la discipline en soustrayant l'ordre imposé par la division scientifique du travail à l'ingérence des personnes. Si c'est le travailleur qui met son corps à la disposition de l'employeur, l'employeur ne peut être assuré de faire travailler ce corps que s'il a un cadre de maîtrise qui permet de surveiller ce corps. Au fond, ce que révèle le phénomène disciplinaire, c'est la persistance de la solidarité de la personne et du corps dans l'épaisseur même de la relation de subordination autorisée par le contrat. Autrement dit, dans le taylorisme, il y avait une forme d'aliénation dans le travail, mais dans le même temps, il y avait la possibilité pour le travailleur de remettre son corps à l'employeur, mais selon une modalité qui lui est toujours personnelle. Or, comment se manifeste cette solidarité ? Sinon par le souci que la personne continue de témoigner à un corps dans le travail, encerclé par la division scientifique. Comment elle se manifeste, cette solidarité, sinon aussi par la puissance que la personne reçoit de son corps, parce que lorsque le corps travaille, il produit une puissance se développe dans le travail, il y a une forme d'activité qui permet le développement de la puissance du corps, et c'est cette puissance du corps qui revient vers la personne et qui permet que la personne et le corps soient liés. Il n'y a pas de lien réel, il n'y a pas de souveraineté réelle dans le travail si, à côté de la prescription et de la tâche, il n'y a pas une activité de création qui permet le développement de la puissance du corps permettant précisément de souder ce corps à la personne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de souveraineté sans une conquête inscrite dans le travail lui-même sous la forme de l'activité, et non pas de la simple soumission à la division scientifique du travail. En tous les cas, c'était ainsi que les choses fonctionnaient dans le taylorisme. Partons donc du fait que la présence de la personne n'est pas effacée par la fiction juridique qui la sépare abstraitement d'avec le corps. La personne est toujours là. C'est en effet à partir de ce fait, de la présence de la personne, que le droit du travail peut offrir aux personnes la possibilité de s'associer afin de défendre leurs intérêts. L'association se réalise nécessairement sous un angle qui permet aux travailleurs d'entrer dans des conflits autour de litiges sur le temps de travail, sur le salaire, sur les conditions de travail, d'entrer dans des litiges dont l'objet ne se confond jamais avec le principe de souveraineté lui-même. La défense des intérêts des travailleurs, pour utiliser l'expression connue,
ne concerne pas le principe de souveraineté. Elle concerne la manière dont on donne une consistance au principe de souveraineté. Au moins depuis la résistance, depuis la libération, excusez-moi, au moins depuis la libération, le principe de souveraineté est posé comme un principe inaliénable. Et donc, les contradictions ne portaient plus sur le principe lui-même, mais sur la manière dont on pouvait le faire tenir debout. C'est en ce sens d'ailleurs que l'on peut dire des travailleurs qu'ils sont dans ce contexte-là en situation de force. Ils lancent des assauts dans les domaines des salaires, du temps ou des conditions de travail et d'une manière générale tentent de conquérir de nouveaux droits à partir de cette base que constitue le principe de souveraineté, qu'ils raffermissent ainsi, donnant dans le même temps plus de densité au caractère intangible qu'ils possèdent dans leur représentation. L'horizon ainsi délimité par un principe que l'on imagine immuable, parce qu'on le croyait immuable, ce principe. Le travail est alors perçu en tant que réalité appartenant au règne de la nécessité, une offrande à laquelle on consent comme réponse anticipée à un bienfait attendu. L'ordre public social, lui-même, semble préservé grâce à ce mécanisme qui fait des travailleurs les héritiers de la promesse apportée par le travail. Et l'attente s'imbrique dès lors tout naturellement à la promesse. On attend la pause où l'on fumera une cigarette, la fin de la journée où l'on retrouvera sa famille, le week-end où l'on boira un verre avec les amis ou bien l'on ira voir un spectacle, les vacances où l'on découvrira de nouveaux pays, etc., etc. Ainsi, en dehors du travail, le principe de souveraineté trouve à s'actualiser et la réalité d'une vie décente ou souveraine à s'accomplir. Inutile de vous dire que si les conditions institutionnelles et matérielles, c'est-à-dire pécuniaires, étaient réunies, pour autant, ce principe de souveraineté, il fallait encore et il faut toujours le conquérir en dehors du travail. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent que pour autant on peut entrer dans un univers de joie. Mais au moins il y a ça qui est garanti. Mais il est vrai que si le droit semble compenser les effets de déshumanisation de l'organisation du travail par la possibilité d'une vie hors travail, eh bien, le droit n'efface pas pour autant ces effets de déshumanisation. Certains ont vu dans cette configuration des choses, je veux dire que ce n'est pas parce qu'on a un salaire et parce qu'on a limité le temps de travail que pour autant la question de l'objectivation de l'homme dans le travail, la question de la fétichisation de l'homme dans le travail, la question de l'aliénation de l'homme dans le travail disparu. Et il aura fallu, je vous l'ai dit, que l'activité, c'est-à-dire la part de créativité du travailleur, vienne contrebalancer cette dimension d'aliénation ou cette dimension de mort dans le travail. Donc certains ont vu dans cette configuration des choses qui rendraient les associations de défense des intérêts des travailleurs aveugles à ce qui se passe dans le travail lui-même. Certains y ont vu le terreau où aurait fleuri le consentement à la domination, où se serait développée une regrettable servitude volontaire. Mais les choses sont en vérité moins simples qu'il n'y paraît. En effet, l'ergonomie a montré depuis de nombreuses années que le travail ne se résout pas dans l'exécution d'une tâche prescrite, mais s'accomplit effectivement en se déployant dans l'activité, dans la créativité, laquelle prend en compte la dimension du réel. Ce qui veut dire que la personne ne fait pas que consentir à l'inscription de son corps dans la division du travail, mais s'engage également à orienter celui-ci, ce corps, de telle sorte que, dans un agencement singulier avec les autres corps, car le travail est souvent collectif, et avec les choses, les machines, pensez à ces ouvriers
n'est-ce pas, qui font corps avec leurs machines, qui les entendent d'une autre oreille que l'oreille commune. Eh bien, la personne s'engage à orienter son corps de telle sorte que, dans un agencement singulier avec les autres corps et les choses, il participe à la création d'une zone d'activité autonome. Ce que le travailleur réussissait dans l'ancien système, c'était la création d'une zone autonome d'activité. Et c'était cette zone autonome d'activité, de créativité, qui lui permettait le développement de la puissance de son corps et donc d'attacher le corps à la personne et de ne pas permettre à la division du travail de s'imposer à lui comme s'il était un objet. Donc, zone d'activité autonome, voilà quelque chose d'absolument décisif. Et que s'il n'y a pas de zone d'activité autonome dans le travail, on y meurt, quelle que soit la liberté qui nous est offerte. C'est à travers cette participation que le corps développe une puissance qui donne sa consistance au lien qui l'attache à la personne et rend dans le même temps effective le principe de souveraineté. Alors que l'exécution de la tâche place le travailleur dans une relation de proximité, exécution de la tâche, c'est-à-dire sous la prescription de la division du travail, alors que l'exécution de la tâche place le travailleur dans une relation de proximité sans intimité avec les autres et avec les choses, nous sommes côte à côte, mais nous ne sommes pas ensemble. Je suis dans un rapport à l'outil, mais c'est un rapport de fonctionnalité. L'outil ne me parle pas, je ne lui parle pas. C'est ça, la prescription, c'est ça, l'exécution de la tâche. Eh bien, la réalisation de l'activité ouvre à une réalité commune. Et d'une manière plus générale, si la tâche est le biais par lequel le travailleur occupe un espace, l'activité lui permet d'habiter un lieu. Sans doute le travail décent que promeut l'Organisation internationale du travail n'est-il pas sans lien avec ce type de travail où la tâche n'empêche pas la réalisation de l'activité, où l'objectivation des hommes n'empêche pas l'actualisation de la vie. C'est donc par rapport à cette organisation des hommes et des choses, dans laquelle la séparation de la personne et du corps s'impose comme une fiction juridique, c'est-à-dire comme un fait qui ne déborde pas sur la réalité, que nous devons envisager la nouvelle situation. Si nous voulons comprendre la nouvelle situation, il faut que l'on parte de ce qui se passait avant, de ce que je viens de vous raconter. Or, la restitution de l'usage de son corps au travailleur autonome, produit un effet remarquable et pour ainsi dire immédiat, celui de l'effacement de la fiction du champ de la représentation. Nous allons le voir. La séparation avec l'autonomie n'est plus une fiction. La séparation entre comme une force imaginaire dans la réalité et l'écrase. Restituer l'usage de son corps au travailleur, c'est rendre apparemment obsolète le recours à la fiction juridique de la séparation. Parce qu'on nous dit, voilà, l'usage du corps est rendu au travailleur. Donc pourquoi une fiction ? La situation ne se caractérise pas par l'absence de fiction en réalité, mais bien par son effacement au moyen de l'opération de restitution de l'usage du corps, après que le contrat a entériné sa présence. Autrement dit, on entre dans le travail à travers la relation de subordination qui est contenue dans le contrat, et ce n'est que dans un deuxième temps que l'usage de notre corps nous est restitué. Nous n'entrons pas en tant qu'hommes libres dans le travail, nous passons d'abord par le relais de la subordination, et c'est à partir de ce point qu'on nous restitue l'usage de notre corps. Or, justement, nous allons voir ce qui se passe dans cette opération, qui est une véritable opération de prestidigitation.
Si la fiction s'absente après avoir été présente, il est naturel de s'interroger sur le sens du changement qui affecte la personne à laquelle on prétend restituer le corps. Est-ce que la personne qui se subordonne et qui ensuite est rendue à son autonomie, est-ce qu'il s'agit de la même personne? Au fond, la question se pose de savoir s'il s'agit vraiment d'une restitution, c'est-à-dire si la personne est identique à elle-même avant la séparation de son corps et après la réception de ce corps. Parce que l'autonomie sous-entend l'accomplissement de la souveraineté du travailleur. Il est légitime d'évaluer la pertinence de ce terme d'autonomie en le confrontant à ce qui s'effectue en réalité. Afin de répondre à la question du sens du changement affectant la personne, il serait nécessaire de considérer les bouleversements dans les institutions ainsi que dans l'organisation du travail qui accompagnent l'opération manifeste de restitution de l'usage de son corps au travailleur. Car la restitution de l'usage de son corps au travailleur est accompagnée d'un certain nombre de bouleversements que nous avons tous vécus depuis une trentaine d'années et qu'il faudrait rattacher précisément à cette idée d'émancipation du travailleur par son autonomie. Sans entrer dans le détail des changements apportés dans ces domaines, évidemment, nous n'avons pas le temps, on pourra en parler dans la discussion, mais sans entrer dans le détail de ces changements, nous pouvons noter au moins 3 manipulations d'importance. D'abord, l'abandon progressif par l'État de ses fonctions traditionnelles d'institution du cadre normatif indispensable à la rectification de la dissymétrie existant entre l'employeur et le travailleur. Ça, c'est un élément que je ne peux pas développer, mais qui est absolument décisif. L'État, s'il est présent physiquement, c'est-à-dire par ses appareils et par sa force, il n'est plus présent symboliquement, il ne joue plus ce rôle précisément de faire tenir le principe de souveraineté. Ensuite, la construction de l'entreprise comme instance d'identification pour le travailleur. Par un dispositif particulier, l'entreprise va se substituer en quelque sorte à l'État et s'imposer comme étant l'objet du désir du travailleur, en quelque sorte. C'est-à-dire l'objet que le travailleur doit investir subjectivement pour accéder à son identité, ou pour parler maintenant, utiliser un terme très, très commun, pour être reconnu. Enfin, troisième point, la promotion de l'évaluation des performances, qui transforme en particulier la position de la personne en la mettant aux commandes de son propre corps, considéré comme un capital à fructifier. C'est comme ça que le travailleur devient un employeur, mais il est employeur de lui-même. Ces 3 manœuvres, et le mot manœuvre, bien sûr, je ne l'utilise pas dans un sens péjoratif, ces 3 manœuvres transforment la personne portée par le principe de souveraineté en une instance de pouvoir. Vous voyez ? Transformer le travailleur en une instance de pouvoir, c'est lui faire tenir le langage du pouvoir. Autrement dit, par cette opération, nous entrons dans une ère où le discours n'est plus scindé, mais unifié. Nous sommes à la recherche d'un discours consensuel, mais ce discours consensuel n'est rien d'autre que le discours de la logique du pouvoir intégré par tous. Je suis mon propre maître, voilà. Ces 3 manœuvres transforment la personne portée par le principe de souveraineté en une instance de pouvoir exerçant un commandement sur son propre corps, comme un objet étranger, c'est-à-dire comme une propriété. Mon corps, je me place dans un rapport à mon corps comme si mon corps était une propriété, un objet extérieur à moi que je manipule en vue d'atteindre une fin. Dans la perspective donc de répondre aux exigences spéciales de l'entreprise, justifiées par le contexte spécifique, ne l'oublions pas, de la guerre économique. Soulignons ici
que si l'ensemble de ces mutations participe de la constitution d'une aire de contrôle, pour utiliser cette expression de Deleuze, qu'il emprunte à d'autres. Eh bien, si l'ensemble de ces mutations participe de la construction d'une aire de contrôle, la dimension disciplinaire dans le champ du travail ne disparaît pas, comme on le suppose trop souvent. La discipline demeure active, et ses effets sont sans doute autrement plus redoutables qu'auparavant, dans la mesure où elle opère à l'intérieur du travailleur lui-même, en caractérisant la relation qu'entretient désormais la personne avec son corps. Le corps est discipliné parce que la personne est transformée en instance de pouvoir qui se saisit du corps. Et la personne qui se saisit du corps n'est pas moins disciplinaire que le contremaître dans l'usine. Je dirais même qu'elle peut l'être plus. Nous allons le voir, ou du moins essayer de le voir. Le milieu clos n'est plus l'usine, mais le travailleur lui-même, même lorsqu'il est au milieu de ses semblables, même lorsqu'il est avec d'autres, formant avec eux un agrégat, une juxtaposition, ou pour parler comme Yves Clos, une collection d'individus, sans agencement. Si la frontière qui isole l'usine dans l'ancien système semble s'effacer, si elle ne dessine plus les contours de l'entreprise d'aujourd'hui, ouverte sur le monde, elle persiste, cette frontière, néanmoins, en se dissimulant, puisqu'elle divise de l'intérieur le travailleur autonome que l'on suppose pourtant accompli, réconcilié avec lui-même, se réalisant, etc., etc. La personne se figurant effectivement coupée de son corps, c'est l'imaginaire qui fait ainsi irruption dans la réalité. La prise en compte de la dimension disciplinaire propre à une organisation du travail fondée sur le contrôle permet de prendre la mesure du phénomène suivant dont le paradoxe n'est qu'apparent, l'enfermement des corps obéissants comme effet de la liberté affectée à la personne. L'enfermement des corps comme effet de la liberté. Le travailleur qui se suicide, le travailleur mélancolique, est d'abord quelqu'un qui se libère de la liberté qui lui a été offerte d'étouffer son corps. Il se débarrasse de la justice qui ne lui restitue son corps que dans la perspective de son exténuation. Il recouvre par le geste qui le détruit sa condition de travailleur, il recouvre par le geste qui le détruit lui-même, sa condition de travailleur, que l'organisation du travail prétend abolir dans un élan inattendu de fraternité, comme si la vie pouvait être autre chose qu'une conquête. La vie n'est jamais offerte, et lorsqu'on nous l'offre, c'est qu'il y a, pour parler trivialement, anguille sous roche. Il échappe certainement à la mystification colportée par la dramatisation d'une égalité illusoire induite par sa prétendue élévation au statut d'employeur. L'horizon du monde qui s'impose à partir de là est donc totalement nouveau. Et il apparaît clairement ainsi que la politique affichée de promotion de l'autonomie des travailleurs ne recouvre pas une opération de restitution, mais plutôt quelque chose comme un transfert. Transfert, comme lorsqu'on parle de transfert de prisonniers. D'abord fictivement soustrait à une personne qui lui est arrachée, le corps est ensuite remis, transféré à la même personne. La relation de subordination, c'est l'arrachement du corps, mais on va restituer donc ce corps à la personne. Mais une personne qui se situe désormais en dehors de ce corps, selon une modalité qui brutalise la réalité, car il ne peut exister de personne sans corps. Cela n'existe pas. Nous
Ce qui veut dire nous ne pouvons pas vivre dans une séparation de la personne et du corps, ou dans une séparation de notre corps. En définitive, dans un contexte marqué par ces bouleversements profonds, qui défont à l'extrême le lien le rattachant à la personne, le corps apparemment restitué aux travailleurs est en vérité rendu disponible pour un usage échappant aux limites qu'introduit traditionnellement l'existence de la fiction. On se mettrait presque à rêver du taylorisme. Presque à rêver. Et à se dire, ah, si on pouvait retrouver ces bonnes vieilles luttes, où au moins on savait qui était qui. Ainsi aura-t-on fait du corps une sorte de propriété, c'est-à-dire d'objet disponible, dont le travailleur devenu employeur de lui-même peut jouir totalement. Mais pas à son profit, bien entendu. La référence à l'autonomie, censée ouvrir la voie à l'accomplissement de la souveraineté du travailleur, laquelle suppose l'indisponibilité du corps, recouvre en définitive un assujettissement inouï. Peut-être même, disais-je tout à l'heure, un abaissement inouï, rendu acceptable par la grâce d'une subtile technique identifiant le simple lien de continuité qui suppose le souci pour le corps avec la relation de propriété qui le voue principalement à un usage sans balise. Car la continuité de la personne et du corps, ce n'est pas la propriété du corps. Nous ne devons pas confondre être propriétaire de son corps avec le principe de continuité de la personne et du corps. Évidemment, dans cette situation où le corps transféré à la personne semble lui être restitué et où la relation de subordination paraît rectifiée, l'aménagement d'un cadre juridique permettant la protection des travailleurs perd de sa pertinence. Ces derniers sont invités dès lors à accueillir la logique du risque, comme un employeur, formant le pendant naturel d'une souveraineté enfin retrouvée et à se rendre ainsi responsables de leur destin. Plus généralement, la situation se caractérise par le fait que les travailleurs se trouvent coincés dans le cercle sans issue que forme la perspective d'une souveraineté qui se retourne en commandement sur le corps au moment même où elle semble s'accomplir. Le travailleur entre dans le travail en espérant accomplir le principe de souveraineté, mais il trouve devant lui un mécanisme qui transforme précisément cette entrée dans le travail en entrée du pouvoir dans le travail et en forme disciplinaire, voilée par son illusoire émancipation. Donc vous voyez que le principe de souveraineté ne disparaît pas. On nous laisse venir, ou on laisse venir le travailleur, avec dans sa tête le principe de souveraineté, car chacun va travailler en espérant y trouver la joie qui lui permet de tenir debout. Le plus important réside sans doute dans le fait que dans ce contexte, l'usage du corps est livré à la personne selon une modalité qui relève de la réalité et non pas de l'artifice juridique. Ce n'est plus une fiction. Nous sommes effectivement séparés de notre corps. La fiction inscrit l'usage du corps par l'employeur dans un horizon limité par la présence du droit exceptionnel qui est le droit du travail. Ça, c'était le taylorisme. L'éruption dans la réalité de la disponibilité du corps suspend le souci que manifestait la personne pour son corps et livre ce dernier à l'exercice d'un pouvoir despotique, le pouvoir de la personne, auquel n'a pas accès la loi susceptible de le tempérer. Parce que l'exercice du pouvoir de la personne sur son corps, c'est un exercice qui ne se voit pas de l'extérieur. J'exerce mon pouvoir sur mon corps sans que personne ne sache que je suis en train d'exercer mon pouvoir sur mon corps. De sorte que cette relation ne peut être qu'une relation despotique, la loi ne pouvant pas pénétrer en moi-même. Dans ce contexte, tissé, comme on le voit, de mécanismes particulièrement raffinés, et j'insiste sur ça, nous sommes dans une habileté tout à fait extraordinaire
et que la stratégie qui a été développée pendant des années et des années autour de cette question n'est pas une mince affaire. Et j'allais dire, il faut se lever tôt pour pouvoir la contrer. Autrement dit, les vieilles recettes ne suffiront pas. Dans ce contexte tissé, comme on le voit, de mécanismes particulièrement raffinés, le corps est littéralement mis à la discrétion de la personne libre de le solliciter à sa guise. La sollicitation nouvelle du corps n'en fait pas simplement un instrument comme auparavant, elle le réduit, cette sollicitation nouvelle du corps. Elle le réduit à un fond ou à une réserve que les formations continues et les ressources du monde environnant renouvellent continuellement. Nous courons tous derrière des formations continues. Nous voulons tous avoir 2 ou 3 masters, soutenir une thèse, etc., parce qu'il faut développer la force, et c'est bien ce qui est demandé. Le corps devient un fonds exploitable et qu'il faut nourrir tout le temps, l'offrant ainsi à une exploitation indéfinie. Contrairement à l'employeur qui doit passer par le travailleur afin de disposer du corps, la personne en possède manifestement le libre accès. C'est pourquoi aucun recoin du corps ne peut échapper à la demande pressante de la personne. Aucun élément du corps réserve ne peut se dérober. Rappelez-vous que je vous ai parlé tout à l'heure d'une zone autonome d'activité. Comment construire une zone autonome d'activité quand le corps est sous l'œil continuellement de la personne transformée en instance de pouvoir? Je pouvais dérober une zone autonome d'activité au contremaître, à la maîtrise, à l'employeur. Mais comment la dérober à moi-même? L'accès au corps est immédiat. Seule la personne séparée de son corps par l'organisation du travail, tout en demeurant dans sa proximité la plus intime, peut accéder à cette position privilégiée. Au fond, la technique généralisée qui consiste à transférer le corps à la personne joue un rôle semblable à celui de l'invention de la lampe à incandescence et de la production industrielle de l'ampoule, repoussant plus efficacement encore les limites du temps dans l'usage que l'on fait du corps dans les usines. En effet, cette technique-là éclaire le corps et le rend disponible entièrement et en tout temps, en tout lieu et en tout temps. Il n'y a pas meilleur éclairage, n'est-ce pas? Pas besoin d'aller inventer d'autres ampoules que celle-là. La technique du transfert éclaire, elle aussi à sa façon, le corps et l'expose. Elle le révèle entièrement et en livre sans reste le contenu. Et c'est le rythme du travail lui-même qui peut être ainsi touché. En effet, la personne déclarée indépendante, autonome, émancipée, mais en vérité submergée par la fonction désormais démesurée de l'exploitation d'un objet à découvert, de cet objet à découvert qui est son corps, eh bien, la personne n'a plus la possibilité d'orienter le corps selon une perspective qui lui permettrait d'aménager une zone autonome d'activité, c'est-à-dire un lieu dans le travail pouvant accueillir l'actualisation de la vie. L'activité de travail, succombant ainsi sous la pression de la tâche prescrite par la personne elle-même, le corps est empêché de développer sa puissance, dans le même temps qu'il est contraint de jeter entièrement ses forces dans le combat. Comme la puissance n'est rien d'autre que l'activité de travail qui permet l'adhésion effective du corps à la personne, cela même qui donne sa consistance au principe de souveraineté, la force, confondue avec elle, est continuellement sollicitée afin de toucher un objectif qu'elle ne saurait pourtant atteindre. Comprenez ? Pour actualiser le principe de souveraineté, c'est-à-dire pour être véritablement émancipés, nous entrons dans le travail et nous travaillons, et en espérant bien sûr atteindre cet objectif en travaillant. Mais la transformation de la personne en instance de pouvoir
sollicite le corps en tant que producteur d'une force, mais en aucune façon en tant que producteur d'une puissance susceptible de faire tenir la vie. Et nous courons, c'est-à-dire nous produisons de la force continuellement que nous jetons dans le feu du travail, qui la consume, en espérant atteindre un but que l'on n'atteindra pas, parce que seule la puissance permet de relier la personne à son corps, et non pas la force. La situation est bien celle qui caractérise la société contemporaine. La mort, parce qu'il s'agit de cela, l'absence d'existence, la mort à la lettre, ce n'est pas une métaphore, même si le corps est toujours présent, je vais le dire, la mort, de plus en plus diffuse, semble se dilater dans la société jusqu'à se donner à voir sous la figure de la vie. Parce que courir après la force, c'est donner l'impression, n'est-ce pas, cette impression de winner, de celui qui gagne, de celui qui veut réussir, donner la force de la vie, alors que nous n'y sommes pas du tout. La mort, de plus en plus diffuse, semble s'y dilater jusqu'à se donner à voir sous la figure de la vie. C'est pourquoi la situation des travailleurs peut être qualifiée à la lettre de tragique. Ainsi, le suicide apparaît-il en tant qu'expression de la persistance du désir de souveraineté effective dans une situation où l'horizon est entièrement fermé. Aujourd'hui comme hier, l'inclination pour l'activité, l'inclination pour la souveraineté, l'inclination pour la vie ne peut disparaître. Lorsque la pression qui empêche cette activité de s'accomplir vient de l'intérieur du travailleur, lorsqu'on ne peut pas vivre parce que c'est quelqu'un d'autre en moi qui m'empêche de vivre. Alors la tension habituelle au travail, la tension qui mettait en confrontation employeurs et employés, les conflits sociaux, ce qu'on appelle les conflits sociaux, n'est-ce pas? La tension habituelle au travail atteint un degré insupportable qui débouche inéluctablement sur cette sorte d'implosion qu'est la destruction de soi. Le conflit social, parfois on a ironisé sur le fait que les grèves aujourd'hui ou les manifestations, eh bien, même pas mal, quoi. On peut toujours manifester, ça ne produira pas ses effets, parce que ça ne correspond à rien, nous dit-on. Bien, si ça ne correspond pas à rien, si ça correspond à rien, c'est que le conflit est passé ailleurs. C'est que le conflit est dans l'être même du travailleur. Et ce conflit-là, il faudra bien un jour le prendre en compte. Se suicider pour un travailleur saisi par l'organisation du travail qui promeut l'autonomie et l'émancipation, c'est se retourner contre la personne en lui qui s'est ralliée à la cause martiale de l'entreprise et qui brise le lien de continuité entre le corps, indispensable à la vie. Voilà, je vous remercie de votre gentillesse et d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci. Merci. Donc s'il y a une série de questions, on va s'arrêter à peu près dans 20 minutes, si ça vous convient. Je voudrais d'abord vous remercier vraiment parce que c'est rare qu'on me parle de la question du travail alors que je pense que c'est une question fondamentale et vous avez une analyse en plus qui est nouvelle pour moi sur cette question du travail. En même temps, par rapport, j'aurais des petites questions à vous poser, plusieurs petites questions. Quand vous parlez de la formation continue qui sert à donner l'illusion de conserver des zones d'autonomie, ne croyez-vous pas qu'aujourd'hui la formation continue est surtout dispensée aux gens dans les entreprises qui en ont le moins besoin, qui sont déjà très formés, voire surformés, alors que les personnes sans qualification, celles-là, à la limite, on ne les forme jamais. Ensuite, tout ce que vous avez dit par rapport à la dichotomie entre le corps et la personne. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les gens qui travaillent
ne votent pas dans la ville où ils habitent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de démocratie participative et que dans une ville, par exemple, partout, on demande aux personnes leur avis sur leur cadre de vie, l'environnement, l'enlèvement des ordures ménagères, enfin j'en passe et des meilleurs. Et c'est vrai que, est-ce qu'une façon aussi de casser un peu ce système terrible de l'entreprise qui détruit finalement les corps, mais aussi finalement, au bout du compte, surtout la personne, est-ce qu'il ne faudrait pas y introduire, sans parler de démocratie participative, déjà un peu de démocratie, que les travailleurs puissent être interpellés aussi en tant que citoyens et donner leur avis et puis leur intelligence sur les modes de production, sur l'organisation du travail, parce que c'est vrai que généralement, par rapport à la mondialisation que vous avez évoquée et à la concurrence, etc., de toute façon, on leur dit, en gros, vous êtes trop cons, vous ne pouvez pas comprendre, ça ne vous regarde pas, comment ça marche, les commandes, les ceci, les cela. Enfin, je voulais avoir un peu votre... Je vous remercie. Personne ? Je réponds ? D'accord, très bien. Oui, je vous remercie de vos questions. Formation continue. Il ne s'agissait pas pour moi, bien entendu, de stigmatiser la formation continue. Il s'agit simplement il s'agissait pour moi de la resituer dans ce cadre général qui consiste à mettre les travailleurs en situation de développer une force et non pas une puissance. Vous voyez ? Les travailleurs qui peuvent se saisir de cette formation continue pour en subvertir à la fois le contenu, si possible, et les effets, ben c'est parfait. C'est pas maintenant la question de ceux qui en bénéficient et ceux qui n'en bénéficient pas est une vraie question certainement qu'il faut traiter au cas par cas dans les entreprises. Mais c'est une vraie question, que certains en bénéficient, que d'autres pas. Mais ce que je voulais toucher, c'est cette idée que parce qu'on se forme, alors on se libère. C'est pas ça, quoi. C'est pas du tout ça. Quelle que soit d'ailleurs la qualité de la formation. Si on reste dans ce type de structure, eh bien, c'est pour que ça débouche, n'est-ce pas, sur une consommation de la force, avec dans l'esprit, n'est-ce pas, des travailleurs, l'idée qu'on va s'en sortir avec ça. Et vous posez la deuxième question qui est reliée à la première, n'est-ce pas, qui est comment constituer aujourd'hui des zones autonomes d'activité. Et ça ne peut pas se construire de manière solitaire, bien entendu. C'est dans une discussion entre travailleurs qu'il peut y avoir production de zones d'activité autonomes. Et qu'aucun expert, aucun spécialiste, aucun intellectuel, aucun académicien n'a la clé de ces problèmes. Quand on prétend répondre à la question « que faire ?» aujourd'hui, à la place des gens qui sont dans le travail, c'est pour le moins abusif. Et donc, il se pose la question de ce que peuvent faire les travailleurs dans les entreprises, mais cela, me semble-t-il, ne peut pas être si l'institution politique, pas seulement l'État, mais aussi les partis, et sans doute d'autres associations, ne prennent pas en charge la question du principe de souveraineté. La question du principe de souveraineté, si on ne la touche pas du doigt, si on ne voit pas que le principe de souveraineté a volé en éclats depuis une trentaine d'années, si on ne remet pas au centre du débat démocratique, dans la cité, pas simplement dans l'entreprise, la question de savoir comment on peut être un homme dans le travail, un homme générique dans le travail, eh bien, je veux dire, on peut essayer, bien sûr, dans les entreprises, de faire quelque chose.
de se réunir pour essayer de trouver comment résister, hein, comment produire de la vie. Mais on n'y arrivera pas vraiment si la question n'est pas posée au niveau institutionnel, si les partis politiques et si l'État ne remet pas en jeu cette question en disant « ben oui, il s'est passé pendant 30 ans quelque chose qui est de l'ordre de la séparation de la personne et du corps. » Donc on est touché au principe de dignité, ou si on ne veut pas utiliser le terme de dignité, on utilisera mon terme, le principe de souveraineté. Et si on ne passe pas par ça, si on ne pose pas ça sur la table pour en parler, on n'y arrivera pas, me semble-t-il. Mais évidemment, il faudrait que l'on continue ce débat. Et moi, je suis venu un peu ici pour parler avec vous, pour parler avec des artistes, et parler avec des travailleurs. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui dans une période où certainement il faut un agencement des trois, c'est-à-dire la possibilité dans l'art de dire quelque chose sur le travail, mais du point de vue de l'art, hein, du point de vue de la pensée philosophique, si on veut m'attribuer ce qualificatif, ou à mon travail ce qualificatif, et du point de vue du travailleur lui-même. Si cet agencement, nul ne peut apporter la vérité à l'autre. Et si moi je peux parler de cela aujourd'hui, en faisant référence à la politique, j'en parle à partir de ma place, hein, qui est une modalité de la pensée philosophique. Et donc, nous avons besoin aujourd'hui de cet agencement de telle sorte que l'institution politique ne puisse pas contourner la difficulté. J'écrivais dans le texte qui est paru dans le livre « Tenir debout », j'écrivais qu'il y avait, je le dis franchement et sans retenue, une forme d'indigence de la pensée sur le plan institutionnel, parce que la question de la destruction du principe de souveraineté, c'est de l'ordre de la profanation, puisque ça touche à l'humanité de l'homme. Et je ne parle pas de l'homme en tant qu'il serait, n'est-ce pas, une abstraction, etc. Non, de l'homme en tant que pouvant conquérir son humanité. Et pour la conquérir, il a besoin parfois, souvent, de dépasser l'homme, bien entendu, de devenir autre. Voilà. Je vous ai fait une réponse compliquée pour des questions claires, pardonnez-moi. Oui, bonsoir. Je passe le micro. J'avais d'abord une remarque. J'interprète, je dirais, votre présentation comme une explication très psychologique de ce que peut ressentir une personne dans le cadre du travail qui effectivement va se sentir amenée éventuellement au suicide. Donc je dirais que ce cheminement d'interprétation effectivement des contraintes ou du monde du travail qui peut amener à cette décision, psychologiquement me paraît assez clair. Par contre, je pense que c'est plutôt une interprétation qui peut être applicable à tous les mondes, pas seulement du travail, mais le monde social, le couple, le monde associatif ou autre situation. Et ma question est plutôt de savoir si vous semblez démontrer que quelque part c'est le monde du travail qui amène les personnes dans cette situation. Je me pose plutôt la question de savoir si les personnes ne sont pas dans cette situation de dissociation du corps et de la personne dans le monde du travail ou ailleurs, et que finalement c'est ça qui les amène à une décision ultime, sachant qu'il y a des tas de gens qui sont très heureux au travail, qui ne se sentent pas dissociés et qui arrivent à s'épanouir dans leur corps et dans leur esprit. Très bien. Alors, qui arrive à s'épanouir, si vous voulez. Si vous voulez. J'aime pas beaucoup, moi. Hein. Je vous le dis comme je le pense, j'aime pas beaucoup. Hein. On peut s'épanouir et tout ça. Nous passons d'une tension mortifère à une tension qui permet la vie. On ne s'épanouit pas, on se réalise. Vous avez raison, ça fait partie du discours ambiant. Hein, donc on le porte, on le colporte nous-mêmes. C'est simplement, il faut peut-être déplacer vers, nous passons d'une tension qui nous tue vers une tension qui nous permet de vivre. Nous sommes toujours, n'est-ce pas, dans une espèce de tension, de fragilité. La vie, c'est une fragilité. Ça retombe, n'est-ce pas?
la persévérance dans la vie, c'est vraiment une grosse difficulté. Donc, il ne s'agit absolument pas de dire tout le monde se suicide. Si vous avez compris ça, c'est que j'ai mal expliqué. Hein. Ce n'est pas ça du tout. Je suis en train de parler d'une tendance qui n'est pas partout. Par exemple, je suis absolument pas de l'avis de dire qu'il y a en France un management par la peur. Ça, voilà, ça on entend, n'est-ce pas? On entend, c'est beaucoup de sociologues, c'est des cliniciens, etc. Management par la peur, etc. On transpose la situation de France Télécom, on la généralise, et on dit management par la peur. Et bon, il faut aller voir. Hein, France Télécom, c'est une situation particulière pendant une période particulière qui a amené l'encadrement à mener une politique folle. Hein, bon. On ne peut pas généraliser, car l'entreprise n'a pas besoin de tuer les gens. L'entreprise a besoin de mobiliser les gens. Simplement, ce que j'essaie de dire ce soir, c'est qu'elle les mobilise de telle façon que ça les mène à la mort, ça les mène à la dépression, ça les mène à la mélancolie. Cela veut dire que les réponses qui ont été apportées et institutionnellement par l'État et par les entreprises ne sont pas suffisantes, voire parfois ridicule, hein, lorsqu'on essaye de faire, parce qu'on est dans un théâtre, à faire du théâtre aux gens, n'est-ce pas, pour qu'ils soient plus zen, qu'ils décompressent, voire des choses encore plus... bon, ça, c'est pas sérieux, quoi. Hein. Donc, pas question de cela. Hein. Ce que j'ai essayé de montrer, au contraire, c'est qu'il y avait une forme de mobilisation, mais une mobilisation qui n'a pas les clés pour freiner, hein, pour faire en sorte que le principe de souveraineté s'actualise. Alors, je ne peux pas développer ici. Hein, je ne peux pas développer parce qu'en effet, depuis une trentaine d'années, on a développé, on a ouvert, hein, le robinet symbolique. Hein, vous savez, cette espèce d'ouverture aux croyances, aux religions, etc., que l'on a interprété comme une espèce d'ouverture à la diversité, je ne sais quoi encore, est en réalité une ouverture au marché symbolique, n'est-ce pas? On va faire son marché. Le marché symbolique, ça sert à quoi? À faire tenir les gens. Donc, quand ils ne tiennent pas, eh bien, ils ont des valeurs religieuses, morales, etc., qui leur donnent le coup de main pour... et si ça ne marche pas, alors là, il y a le coup du théâtre, il y a le coup des techniques de respiration, il y a... Simplement, tous ces éléments, y compris les religions, les morales, etc., sont des éléments extérieurs au travail, qui viennent de l'extérieur du travail. Moi, je n'ai rien contre les religions, je n'ai rien contre les morales, etc. Hein. Il faut être moral, religieux, les gens font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la question. C'est que c'est des éléments extérieurs au travail, des éléments qui ne sont pas immanents au travail, qu'on croise avec la contrainte du travail en espérant, n'est-ce pas, que ça va suspendre les effets de la déshumanisation que je vous ai expliqué. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez un frottement qui produit beaucoup de fumée, n'est-ce pas, mais ça ne freine pas en tous les cas à tous les coups. Ça ne freine pas à tous les coups. Enfin, je ne peux pas développer. C'est vraiment une question en soi et il faudrait qu'on la développe maintenant. Vous avez raison, hein, en disant que c'est... Moi, je pose aujourd'hui comme un axiome, parce que je pose comme un axiome que c'est dans le travail, en effet, qu'il y a eu la transformation structurelle des choses. Et ça a pris, nous sommes tous libérés dans la société, hein, et pourtant, ça se castagne dur. Hein. Bon, c'est que, véritablement, le rapport de la personne au corps est un rapport vraiment mal en point, à l'extérieur de l'entreprise. Ça, on est bien d'accord. Mais comprenez-moi bien, hein, l'indisponibilité du corps dont je parle, ça ne veut pas dire, c'est-à-dire quand je dis le corps ne peut pas être un objet, une propriété, etc., il ne faut pas l'entendre comme si le corps n'était pas le mien. Hein. Ça reste encore mon corps, mais selon une modalité qui n'est pas la modalité de la propriété. Hein, qu'on soit bien d'accord. Et dernier point, vous l'avez entendu d'un point de vue psychologique, l'analyse que j'ai présentée, j'ai à plusieurs reprises
essayer de montrer que le conflit social était à l'intérieur de l'individu, etc., pour bien montrer qu'on n'était pas dans la psychologie. Vous voulez dire psychique, c'est-à-dire que ça touche... Oui, ça oui. C'est-à-dire qu'en intériorisant le conflit social dans l'individu, en effet, c'est une implosion psychique qui se produit. Mais elle est éminemment sociale. Éminemment sociale. C'est pas en allant chez le psy, ça peut faire du bien, je veux dire, mais c'est pas en parlant, n'est-ce pas, ou en appelant, en faisant le numéro vert que les problèmes se résolvent. Hein. Ça, c'est absolument fondamental. Hein. C'est une question sociale qui appelle ce que j'ai appelé tout à l'heure le débat public autour de la question du principe de souveraineté. Un débat public dans lequel on interpelle les instances politiques, qu'elles soient dans l'État ou à l'extérieur de l'État. Aujourd'hui, c'est peut-être le temps d'un nouveau compromis où on ne laisserait pas, n'est-ce pas, le corps à l'abandon de l'exploitation, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, j'ai deux petites questions. Enfin, une remarque. En fait, je trouve assez intéressant de penser. Enfin, c'est une sorte de proposition. Alors, je voulais savoir ce que vous pouvez en penser. Comme depuis des décennies et des décennies, on introduit la machine de plus en plus dans le monde du travail. Comment cet éloignement entre le corps, l'esprit, la personne, la réflexion, la capacité d'être créatif dans son travail est fracturé et brisé par un éloignement avec la matière. Voilà. On est dans une société aujourd'hui qui, alors pas partout dans le monde, mais quand même, si on se limite à la France, c'est déjà pas mal, qui éloigne la matière dans le cadre du travail. Et puis, donc ça c'est une chose. La deuxième, c'est totalement autre. Il me semble que l'État met en place autant ce que vous avez décrit comme étant cette condition de travail qui est omniprésente comme ça, mais aussi son contraire, c'est-à-dire que de façon très active et de façon manifeste, on a aussi, en parlant du travail, le non-travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut quand même être... Enfin, j'ai du mal à entendre les politiciens parler du travail quand en fait, ils doivent être en train de parler de cette absence de travail, d'une absence perpétuelle de travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va de plus en plus vers... deux autres ensembles de corps, des corps qui travaillent et des corps qui ne travaillent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que vous pouvez réfléchir à partir de ce que vous avez exposé ce soir sur ce deuxième ensemble de corps qui ne travaillent pas et qui n'ont pas de fonction, mais qui sont instrumentalisés de toute façon? Voilà des questions bien compliquées pour moi. Oui, j'ai choisi sciemment de parler de ce qui se passe dans les entreprises et de parler de gens qui sont là, j'allais dire, à demeure dans l'entreprise. Et je vous ai dit qu'il y avait des volets qui nous manquent ce soir, bien entendu, notamment le volet de la reconnaissance et de l'investissement subjectif de l'entreprise. Ça, qui sont des éléments absolument indispensables pour répondre à votre question. Mais vous avez vu qu'à un certain moment, j'ai parlé d'orthodoxie et d'hétérodoxie, de gens qui sont dedans et de gens que l'on considère comme ne pouvant pas être dedans. Et que
ce cadre que j'ai développé devant vous est un cadre qui fonctionne justement avec les deux. Hein, c'est-à-dire qu'un dispositif est mis en place pour que vous soyez dedans, mais de la manière dont j'ai développé les choses. C'est-à-dire vous êtes dedans de telle sorte que vous n'y arrivez jamais. Donc c'est un dedans-dehors. Hein. Par rapport à avant, dans la situation du taylorisme, nous avions une qualification, on avait un plan de carrière, on entrait dans l'usine, on avait ça semblant, et parfois les enfants y venaient par la suite, etc. C'est-à-dire que l'horizon était tracé, les choses étaient déterminées. Vous êtes dans une situation où vous vous occupez à essayer de gagner plus, à essayer de travailler moins, à améliorer les conditions de travail, les choses allaient comme ça. Aujourd'hui, le dispositif qui a été mis en place est un dispositif qui vous met tout le temps sur la brèche. C'est-à-dire c'est un dispositif qui ne vous met jamais tout à fait à l'intérieur, pas à l'extérieur, parce que vous avez un salaire, vous avez un contrat à durée indéterminée, mais vous êtes sur la ligne. Et le dispositif vous pousse à toucher la ligne. Quand vous touchez la ligne, c'est le sens de l'évaluation. Alors on ne vous dit pas « vous faites partie de la famille », on vous dit « vous pouvez recommencer à jouer ». C'est ça le principe. Le principe, c'est que vous épuisiez, non pas pour être dedans, mais que vous vous épuisiez pour pouvoir recommencer à jouer. Et puis il y a tous ceux qui sont dehors, les plus jeunes, les plus âgés. Hein? Ceux qui, subjectivement, sont lourds d'un passé qui ne leur permet pas de jouer ce jeu, et qui, hop, partent vite. Et ceux qui sont trop turbulents pour comprendre qu'ils ne peuvent jouer à l'autonomie qu'à condition d'être vraiment dedans, d'être tenus. Là, vous avez quand même une population importante en France qui est à l'extérieur. Et ces populations qui sont à l'extérieur sont des populations qui continuent de jouer, mais à l'extérieur, selon des règles particulières qui les font courir encore plus vite que lorsqu'on est à l'intérieur. C'est ce que les jeunes appellent la galère ou les situations d'auto-entrepreneurs, et que sais-je, pour ceux qui sont plus vieux. Voilà, pour la deuxième question, mais moi je la pose de cette façon-là, en termes d'orthodoxie. C'est-à-dire, vous êtes jugé, c'est ça le sens de l'interview qui est menée lorsque vous cherchez un emploi, sur vos capacités à entrer et à jouer le jeu. C'est-à-dire le jeu de la division de la personne et du corps, le jeu de l'exercice du pouvoir. Et votre première question est une question immense. On bavardera après. Disons que ce qui m'a intéressé ce soir... Disons que la question de la technique, des médiations techniques est une question difficile. Je ne sais pas si d'autres conférenciers en ont déjà parlé, mais je ne crois pas du tout que la matière soit exclue parce qu'on a affaire à des signes. C'est tout ce que je peux vous répondre aujourd'hui. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que les choses qui nous ont concernés ce soir se rapportent plus au service, c'est-à-dire au rapport des hommes avec les autres, et où finalement la force que l'on sollicite chez les gens, c'est une force de communication, une force de langage, une force de persuasion, etc. Et là, les choses sont quand même assez dramatiques, parce que nous nous mettons à jouer avec ceux-là même qui, il n'y a pas longtemps, dans les classes de philo, permettaient de définir l'homme, le langage, par exemple. Et le langage dans les rapports de service est un langage, précisément, qui est vidé de son sens, qui est vidé de son contenu. C'est un langage qui est plein peut-être de signification ou d'information, mais qui n'est certainement pas un langage du sens. Je vous parle, je vous souris, je me comporte avec vous d'une certaine façon,
n'est-ce pas, qui laisse penser une empathie ou un lien qui nous rapprocherait, n'est-ce pas, parce qu'il faut vendre, hein, mais en réalité, fondamentalement, vous mettre totalement extérieur. Alors, il y a des exemples qui sont donnés, hein, que je ne donnerai pas ce soir, hein, les exemples de certains qui vous vendent des choses dont vous n'avez pas besoin, hein, et qui ont une capacité de séduction telle, et c'est aussi la fragilité de celui qui achète, n'est-ce pas, qui a besoin d'entendre quelque chose peut-être à ce moment-là, et qui achète. Là, ça ne va pas, quoi. Hein, vous comprenez ? Ça ne va pas, quoi. Parce que ce dont j'ai parlé ce soir va prendre des proportions considérables, puisque ça ne touche pas que le travailleur ou le salarié qui est scindé. La scission, c'est la scission aussi avec les autres qui viennent, n'est-ce pas, chercher un produit. Bon, et là, on revient à la question qui a été pertinemment posée tout à l'heure de est-ce que ce n'est pas la société, précisément, qui est touchée par cette affaire. Oui. Ben, ça va plus loin encore. Je change mon nom, n'est-ce pas, je change mon nom. Hein. Je suis au téléphone, j'ai un client, et au lieu de lui dire je m'appelle Mamadou, je lui dirais que je m'appelle Pierre ou Jean, parce que là, ça va loin. Ça va très loin, vous voyez. Ça, c'est la caricature de ce que je vous ai raconté, n'est-ce pas? Lorsque je suis à Dakar et que je décline un nom, ça a l'air de rien. Voilà, tu mets un nom pour un autre. Mais non, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est le symptôme même de la structure que j'ai essayé de développer. Oui, il y a une question là-bas, peut-être. Oui. Je vais essayer d'être brève. D'abord, je vous remercie de la qualité de votre exposé. Et je pense que c'est la démonstration du mécanisme qui peut faire qu'un salarié, un travailleur, est amené à s'autodétruire. Et on le vit au quotidien. Par notamment dans ce que vous avez pu entendre des salariés qui sont ce qu'on appelle en forfait jour, avec tout un environnement qui les met en situation d'être corvéables à merci, mais également d'être autonomes. D'ailleurs, c'est la définition qu'on dit. Vous êtes autonome, donc vous êtes en forfait jour, donc vous n'êtes plus tributaire d'un horaire de travail. D'ailleurs, curieusement, ça en flatte certains que de ne pas être soumis à un horaire de travail, et ils en arrivent à être dans une situation où il n'y a plus de limite. Et comme ils se mettent toujours dans un rapport gagnant, parce qu'ils veulent gagner, ils veulent être reconnus, comme vous avez dit, ils se mettent dans une situation s'il n'y a pas à un moment donné, s'il ne se donne pas des limites, à s'autodétruire. Et il peut y avoir un élément extérieur ou, je dirais, un retour sur soi-même qui fait qu'il peut réagir et bien se redéterminer dans le monde du travail. Mais malheureusement, on a pu constater, et on en entend tous les jours des exemples, sans que ce soit généralisé, mais ce phénomène qui fait partie des conditions de travail, ce phénomène peut amener à l'autodestruction. Je vous remercie de ce témoignage. Alors, je crois que, on va s'arrêter. Je suis tout seul, je ne sais pas trop comment faire. En tous les cas, je vous remercie encore une fois. Je vous remercie beaucoup d'être venu, d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt, j'espère.